Shalom Uvracha, bonjour à tous et à toutes. Parashat Vayeshev, parashat extraordinaire que on lit juste avant Hanouka en général. Et je voudrais aborder cette parasha d'une manière un petit peu spéciale. En tous les cas, ça va nous donner des bases pour aborder tout ce qui se passe ici dans ces parachiotes extraordinaires avec Yaakov, Esav, Yosef et ses frères. Alors on va commencer par le rêve de Yosef Hatzadik. Vayachalom Yosef Chalom, dans son rêve, Yosef voit, il raconte à ses frères, on est en train de prendre les gerbes dans le champ. Ma gerbe, elle, est restée debout, stable. À vous, les autres frères, vos gerbes à vous, elles m'ont entouré la mienne. Elles se sont prosternées à ma gerbe. Voilà le rêve de Yosef Hatzadik, rêve très étonnant. Et nos sages, dans le Midrash, ont tenté d'expliquer, d'interpréter ce rêve. Et ils nous ont dit la chose suivante dans le Midrash. Atem konsim perot, va'ani kones perot. Dans mon rêve, je vois que vous êtes en train d'engranger des fruits, et moi aussi j'engrange des fruits. Atem konsim perot ou markivin, va'ani kones perot ou mishtamrin. Vous êtes en train de mettre en grange, ça pourrit. Moi je mets en grange et c'est gardé, préservé. Et là, l'interprétation que nos sages nous font dans ce Midrash a elle-même besoin d'une interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on rentre des gerbes, ça pourrit, on rentre des gerbes et c'est gardé, préservé, conservé. On a du mal à comprendre de quoi il s'agit. Mais on va essayer de continuer et d'aller plus loin. Le Midrash, juste après, continue et nous dit la chose suivante. Ubisrut man kaimle. Et par le mérite de qui Yosef Hatzadik a mérité de faire un tel rêve? Répond le Midrash, Shtikuta de Ima, le silence de sa mère. Rashi, sur le Midrash, explique, Rachel Imenu sais-tu, lorsqu'elle a transmis à Léa les mots de passe pour être donnée comme femme à Yaakov, et donc tromper Yaakov, eh bien Léa sais-tu, eh bien par ce mérite-là, Yosef a mérité de faire ce rêve et qui va se réaliser. Et là, on a du mal à comprendre. Quel est le rapport entre le silence de Rachel et le mérite que Yosef a dans son rêve de rentrer, engranger des fruits et de les conserver? Deuxième question. Troisième question. Veine baboker veine Léa. Yaakov Avinu se marie, théoriquement avec Rachel, on l'a trompé, on l'a dupé, Lavan, son beau-père l'a trompé, il lui a donné Léa. Et ce n'est que le matin, Veine baboker, ce n'est que le matin, que Yaakov Avinu se rend compte que c'est Léa et pas Rachel. Et là, le Midrash nous rajoute un petit peu le dialogue entre lui, Yaakov, et sa femme Léa, désormais. Il lui dit, Ramaït bat Ramaït. Rusé, fille de rusé. Tu m'as dupé, fille de trompeur, de dupeur, comme ton père. Pourquoi? Toute cette nuit-là, je t'ai appelé, je t'ai dit Rachel, et tu m'as répondu oui. Rachel, tu m'as répondu oui, toute la nuit. Et maintenant, je me lève le matin et je vois que c'est pas Rachel, c'est Léa. Et là, Léa, elle lui rétorque quelque chose d'extraordinaire. J'ai rarement trouvé une réponse aussi frappante qui a été faite par une femme envers Yaakov Avinu. Incroyable. Léa lui dit, mais moi j'ai appris de toi. Toi aussi, lorsque ton père t'a appelé Esav, souvenez-vous, tu as trompé ton père et tu lui as dit, oui, c'est moi. Ani, Esav Bechorecha. Donc tu as trompé. Donc j'ai appris de toi et moi j'ai fait la même chose que toi. Apparemment, c'est les mots du Midrash. Il dit, tu as trompé ton père, ben moi je t'ai trompé. Mais là, il va falloir un petit peu s'approfondir un petit peu dans cette idée de ce Midrash, puisque c'est un discours de bébé, c'est un discours enfantin. Tu m'as trompé. Yaakov dit à Léa. Léa lui rétorque et dit, oui, mais toi aussi tu es un trompeur. C'est pas comme ça qu'on répond. Si tu as fait une erreur, tu dois avouer que tu as fait une erreur. Alors peut-être qu'Yaakov l'a fait une erreur ou l'a pas fait une erreur, mais de rétorquer comme ça, c'est comme si tu dis, tu es bête, non, c'est pas moi qui est bête, c'est toi qui es bête. Tu es pas beau, non, c'est pas moi qui est pas beau, c'est toi qui es pas beau. Ça marche pas du tout, pour comprendre un petit peu la profondeur de ce qui a été dit par Léa ici. Et on continue maintenant encore.
La Gemara, dans le traité de Baba Batra, 123, nous dit, au sujet des yeux de Léa, qui étaient nés Léa Rakot, étaient lisses. Ils n'avaient pas de sourcils, ils n'avaient pas de cils. Nous disent nos sages, parce que Léa, elle entendait les gens qui siégeaient dans les carrefours des rues et qui disaient, Yitzhak Avinu, il a eu 2 enfants, un grand et un petit. Le grand, c'est pour la grande, et le petit, c'est pour la petite. Esav, c'est pour Léa, Yaakov, c'est pour Rachel. Et elle, elle pleurait, parce qu'elle entendait, elle disait, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? On lui dit, Ishtam Yoshev Oalim, c'est un homme pieux. Il siège dans les tentes. Alors Esav, qu'est-ce qu'il est? Racha, quelqu'un de méchant. Mais Lastem et Tabriot, qui vient et qui vole les gens. Alors elle pleurait sur son sort. Et là, cette Gemara est étonnante. Pourquoi Léa s'intéresse tellement et prend en considération tellement les propos des gens qui siégeaient dans les carrefours des rues? Alors elle n'a qu'à pas se marier avec Esav. Qui a dit qu'il va se marier avec Esav? On dirait que c'était prévu qu'elle devait se marier avec Esav. Pourquoi elle pleure tellement? Voilà ici une 4e question. On continue avec une 5e question. Et là, très importante. Yitzhak Avinu aimait Esav et Rivka aimait Yaakov, la Torah nous dit. Yitzhak Avinu aimait Esav. Pourquoi? La Torah nous donne la raison. Elle nous dit, Vayeav Yitzhak et Esav, qui, attention, Tsaïd Bepiv. Traduit littéralement, il lui a apporté de sa chasse à manger. Nos sages ne comprennent pas, c'est pas normal. Un tzaddik comme Yitzhak Avinu, qui vient et qui aime Esav, son fils, parce qu'il lui apporte du butin de la chasse, c'est pas bon. C'est pas pour ça qu'un tzaddik va être dérouté. C'est comme si je vous dis que Baba Saleh m'aime parce que j'ai apporté une glace. Ça va pas. Ça marche pas. Comment c'est possible que Yitzhak il aime Esav parce qu'il lui apporte Tsaïd Bepiv, le butin de la chasse? Alors nos sages ont essayé un petit peu d'arranger un petit peu le verset en disant Tsaïd Bepiv. Esav savait capturer son père avec sa bouche. C'était un chasseur par la bouche. C'est quelqu'un, on connaît ce genre de personne, qui sait avec sa parole tromper les gens. Comment il trompait son père? C'est intéressant de voir. Il lui disait, papa, est-ce qu'on doit prendre les dîmes, les masrot, troumot, sur le sel? Peut-être qu'on doit prendre sur le sel. Et là, c'est étonnant. Parce qu'Esav était ébahi par cette question extraordinaire d'Esav. Mais je peux vous promettre que si quelqu'un dans un Beth Midrash rentre et pose une question pareille, en général, on va tout de suite comprendre que ce n'est pas un grand connaisseur. C'est clair et évident dans les Mishnayot. Oui, les enfants connaissent, dès le début on apprend, que les Troumot et les Maasrot, les dîmes, on les porte que sur quelque chose qui pousse de la terre. Pas sur du sel. Qu'est-ce qu'il a voulu Esav dire par là? Et qu'est-ce qu'il y a? Yitzhak Avinu, il est épaté par cette question. C'est extraordinaire de voir une chose pareille. Comment on peut comprendre une chose pareille? 6e, dernière question. Rivka a dit à son fils, Kachli, shnegdiye izim tovim. Prends-moi de notre bétail 2 petits moutons qui sont bons. Alors nos sages nous disent, Kach lecha shnegdiye izim. Prends 2 petits moutons qui sont bons. Nous disent nos sages, bons pour toi, parce que tu vas recevoir les brachot, et bon pour tes enfants, qui vont apporter eux aussi 2 seir izim, 2 boucs émissaires. Un bouc qui va aller dans le Kodesh HaKodashim, dans le sanctuaire, pour être pardonné, pour pardonner au Ham Israël, Saïr, l'Hachem, et à Yom Kippour, on apportait donc un 2e bouc émissaire, Saïr, la Azazel. Donc tu vas mériter ici, par 2 fois, d'apporter un 2 korbanot dans la avoda de Yom Kippour. Tovim lecha, tu vas prendre les brachot, tovim levanecha, pour tes enfants c'est bien aussi, ils vont avoir 2 sacrifices à apporter. On a du mal à comprendre. Qu'est-ce que Rivka a voulu dire ici à Yaakov Avinu? Voilà ici les 6 questions avec lesquelles on peut aborder un petit peu cette paracha extraordinaire, avec des questions de base. Donc on répète un petit peu les questions pour être clair. Yosef, il fait un rêve, il rêve des gerbes qui se lèvent et que les autres se prosternent à lui. Nos sages nous expliquent qu'il va engranger des fruits, les fruits vont se conserver. Par le mérite de qui il a eu une chose pareille? C'est par le mérite du silence de Rachel. Et
Léa, elle rétorque à Yaakov Avinu, elle lui dit, mais toi aussi tu as trompé ton père. Léa, d'un autre côté, elle pleurait jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de cils dans ses yeux étaient lisses parce qu'elle s'intéressait, elle prenait en considération les propos des gens qui siégeaient dans les carrefours. Et Yitzhak, il aimait Yaakov, ils savent, parce que Tsaïd Bepiv, il apportait de la chasse à manger, ou bien alors il le capturait avec des questions pièges. On a du mal à comprendre. Et enfin, Rivka a dit à Yaakov, va, apporte-moi, prends-moi 2 petits moutons du troupeau, et on va va les cuisiner pour ton père Yitzhak, et ce sera bon pour toi et pour tes enfants. Pour toi, tu vas mériter les bénédictions, pour tes enfants, ils vont apporter le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, il y a plusieurs réponses, bien entendu. On va se fonder un petit peu sur l'explication du Maharal de Prague dans le Netzach Israël, dans le Perek Tetzaïn, où il explique là-bas des choses extraordinaires sur les parachiotes de Esav. Il nous explique que les habits avec lesquels Esav honorait son père, c'est un symbole. C'est-à-dire que Esav était dans le monde de la matière. Esav, c'était quelqu'un qui est capable, on lui a donné la possibilité de venir et de combattre la matière pour la canaliser vers le service divin. Yaakov, lui, c'est autre chose. Il était obligé, lui, dans son service divin, dans sa neshama, dans son être, de se recroqueviller sur lui-même. Ishtam Yoshev Ohalim. Un homme simple, pieux, qui siégeait dans les tentes. C'est-à-dire, il était avodat pnim, la avoda de l'intérieur. Alors qu'Esav, lui, Ishsadeh, c'est un homme d'extérieur. C'est un homme de combat, un homme qui était beaucoup plus fort en réalité que Yaakov, puisqu'il était capable, il avait le don normal, instinct en lui, de pouvoir convertir le monde vers la avodat Hachem, vers le service divin. Voilà ici 2 êtres. Ce n'est pas une invention, c'est un midrash. Le midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu dans le Yalkut Shimoni, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais donner la Torah dans un mois qui est le mois de jumeaux, Théomim, Sivan, pour que si un jour Esav décide de se convertir, eh bien lui aussi il aura la Torah. Ça veut dire qu'Esav et Yaakov, c'était prévu dans le projet divin qu'il y ait ici 2 manhigim, 2 grands personnages qui dirigent le monde et qui ont 2 yeshivot. Une yeshiva qui est vers l'extérieur, convertir le monde extérieur vers le bon, et une yeshiva qui est se perfectionner dans le monde intérieur de la Torah. 2 services, 2 yeshivot, 2 programmes où chacun pouvait trouver sa place. C'était là la avoda d'Esav. Voilà pourquoi Esav honorait son père avec les habits. Les habits, c'est il était capable de prendre le monde matériel et de le convertir. Jusqu'à ce qu'il était tellement fort que pour lui, il se posait même la question, il posait à son père la question, papa, mais pourquoi on ne prendrait pas des dîmes sur du sel? Le monde matériel, pourquoi on s'en tirerait, fait pas aussi le sel, la terre, pas seulement ce qui pousse de la terre, mais même la terre elle-même. Et Yitzhak était émerveillé par cette force de caractère qu'Esav avait, de rendre kadosh tout le monde. Alors c'est pour ça qu'il aimait plus Esav que Yaakov. Alors que Rivka, tout de suite on va voir pourquoi elle avait une préférence pour Yaakov. Tsaïd Bepiv lui apportait le butin de chasse, comme pour dire à son père, papa, le monde matériel est là pour être sanctifié, je te le donne, pour que tu puisses le gérer dans la spiritualité. Il aimait Yitzhak, ça. Ça, c'était une force que Yaakov avait, que Esav avait par rapport à Yaakov. Et voilà pourquoi Yitzhak Avinu aimait Esav. C'est d'ailleurs, la Gemara dans le traité de Sanhedrin, 91, nous dit que le Yetzer Hara rentre dans l'homme, pas à partir du moment de la conception, mais à partir du moment où il sort. C'était une discussion entre Antoninus, Antonin le Pieux, et Rebbi, le rédacteur de la Mishnah. Apparemment, il y a eu des discussions entre eux. Et Rebbi a donné raison à Antoninus en lui disant, tu as raison, le Yetzer Hara rentre chez l'homme, le mauvais penchant, qu'à partir du moment de sa naissance. Comme il est dit dans le verset, « Lefetach, hatat, rovetz ». À la sortie, la faute nous guette. Demande le Maharsha, c'est un commentaire sur place. Mais on a vu pourtant que Esav, il bougeait dans le ventre de sa mère quand sa mère Rivka elle passait à côté d'une idolâtrie. Donc c'est apparemment que le Yetzer Hara était déjà chez l'être dans la conception même, avant même qu'il naisse. Alors comment la Gemara nous dit
que le Yetzer Hara rentre chez l'homme qu'après la naissance. Et il dit, on peut répondre, mais il ne dit pas la réponse. Apparemment, la réponse est la suivante. Esav, il n'avait pas de Yetzer Hara. Quand il voulait sortir dans le monde extérieur de l'idolâtrie, c'était pour prendre cette force, qui s'appelle la force de l'idolâtrie, et la canaliser vers la Avodat Hashem, comme l'explique le Moré Nevuchim, le guide des égarés, longuement, au sujet des sacrifices. Prendre cette envie, cette ambition, mais la canaliser là où il faut. À qui il faut, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Il avait cette force. Et Yaakov, lui, c'était dans le Beth Midrash. L'intérieur, se perfectionner à l'intérieur. Deux travaux différents, deux rachés yeshivot, deux gdolim, deux grands, deux dirigeants, dans deux yeshivot, avec deux Torot on aurait pu avoir, deux Matan Torah, deux dons de la Torah. Yaakov et Esav. Mais Rivka, elle remarque qu'il y a un problème. Rivka, elle dit non, il y a un problème. Yitzhak ne voit pas le problème. D'ailleurs, dans les brachot qui sont prévus pour Yaakov, les brachot qui sont prévus pour Esav, on peut voir une très grande différence. La bracha qui est prévue pour Yaakov, c'est V'yiten lecha Elokim et birkat Avraham. Que Dieu te donne la bénédiction d'Avraham. On ne parle pas de monde matériel. Alors que pour Esav, il est écrit V'yiten lecha Elokim. Lorsque Yitzhak Avinu a fait la bracha à Yaakov, il croyait que c'était Esav, il lui dit V'yiten lecha Elokim mital hashamayim mishmane haaretz v'rov dagan v'tirosh. Que Dieu te donne la rosée de la terre, le grain de la terre, le vin, la récolte, des notions matérielles. Et Yaakov Avinu a peur de ça. Il dit à sa mère, maman, si mon père va remarquer que je ne suis pas Yaakov, je ne suis pas Esav, qu'est-ce qu'il va me faire? Disent nos sages, je me mettrai sur moi une malédiction, hein, et même pas la bénédiction que j'aurais dû avoir, je ne vais même pas l'avoir. Donc il était prévu ici deux bénédictions. Et Yitzhak Avinu, il est là, il est content de ce qui se passe, il est content de Esav. Et d'ailleurs, il va lui donner, on va dire, le paquet, il va lui donner ce qu'il faut pour son service. Et Yaakov, lui, il a autre chose. Mais Rivka a dit non, 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 ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et là c'est le point important pour moi ici. Rivka Imenu, elle dit attention. On a le droit et on a peut-être même le devoir, en tout cas quand on s'appelle Esav, de sortir à l'extérieur et de convertir le monde extérieur vers le service divin, mais à une condition, qu'on a su se perfectionner d'une manière imperméable à l'intérieur. Une fois qu'on est bien bouclé, avec quelques bonnes années de yeshiva, quelques bonnes années d'études, une fois qu'on a mis ici tout ce qui est clair pour nous, notre vision, notre Torah est claire, bien ficelée, bien vissée, c'est là, à ce moment-là, où on peut dire, maintenant on va sortir à l'extérieur. Pour elle, elle a vu qu'Esav est sorti trop tôt. Et trop tôt est donc à la place d'influencer, il va être lui-même influencé. Comme ça s'était passé. Elle dit non, j'accepte pas le marché, et je te demande à toi, Yaakov, de prendre sur toi, sur tes épaules, les deux services. Le service intérieur, Ishtam Yoshev Alim, mais je vais te rajouter un autre. Ça va être dur. Ish Sadeh, tu vas prendre le service de Esav, tu vas prendre les habits de Esav. Yaakov Avinu, il prend les habits de Esav. Ce sont les habits de Adam Arishon. Yaakov Avinu les prend, comme pour dire maintenant, je suis obligé de prendre ce service sur moi. Yaakov Avinu, il va être boiteux à cause de ça. Comme pour dire, c'est difficile pour lui de continuer à marcher. C'est difficile pour lui de maintenir, de tenir ces deux pôles de travail. Mais tu es obligé de les avoir. Malheureusement. Ils sont bons pour toi parce que tu vas prendre la bracha de Esav, donc ce monde-ci, le monde matériel. Ils sont bons pour tes enfants qui aussi plus tard, ils vont apporter deux sacrifices. Le sacrifice Saïr Lachem, pour pardonner les avérotes qu'on a fauté à l'intérieur, dans le Beth Midrash, dans la synagogue, dans notre perfection intérieure, et Saïr la Azazel, un autre sacrifice qui va pardonner notre travail qui n'est imparfait, qui est fait à l'extérieur. Ce qu'on aurait dû faire à l'extérieur, qu'on n'a pas pu réaliser comme il se doit. Voilà ici ce que Rivka dit. C'est là tout l'enjeu, c'est là toute la discussion. Et c'est Yaakov vient et il fait ce que Rivka lui demande. Il vient et il va prendre donc les brachot. L'habit de Esav, les brachot de Esav. Et là, attention. Vous savez que une femme, elle est destinée à un homme par rapport à ce qu'il fait lui.
En mezavgin lo la adam et la lefima asav. On ne donne à l'homme comme épouse que ce que lui, il fait comme service. Ce que toi, tu travailles, ta avoda, ton travail, on va te donner exactement la femme qu'il te faut, chaussure à son pied, pour pouvoir te réaliser dans ton travail, dans ton service divin. Alors apparemment ici, attention, Yaakov, programme initial au début, c'était avodat pnim, travail l'intérieur, ishtam yoshev alim. Donc il avait Rachel prévu au programme, qui devait l'aider dans ce programme. Maintenant, il a volé, entre guillemets, les brachot de Esav. En volant les brachot de Esav, il lui a volé, entre guillemets bien sûr, les brachot. Il a volé sa femme, Léa. Voilà pourquoi Léa, elle pleurait. Parce que Léa, elle savait qu'elle était destinée à Esav, pour l'aider dans son service. Mais malheureusement, Esav est tombé. Il n'a pas pu réussir à influencer, il a été influencé lui-même. Et donc Léa a pleuré jusqu'à ce que les cils de ses yeux tombent. Et là, Yaakov Avinu, en prenant les brachot de son frère, il a pris sur lui deux femmes, Rachel et Léa. Avodat Pnim et Avodat Chutz. C'était deux travaux qu'il a pris. Voilà pourquoi donc Léa va dire à Yaakov Avinu, je t'ai pas trompé. Toi, tu as trompé ton père, à juste titre d'ailleurs, et tu lui as pris la bracha de Esav. Et donc, de toi, j'ai appris qu'il fallait que je te trompe et que tu me prennes à moi comme femme. Léa, tu es obligé de me prendre. C'était inclus dans le marché. C'est pour ça qu'on dit dans les brachot, des fois on dit que on dit, quand on insiste à un mariage, on dit qu'elle soit comme Rachel et Léa. Pourquoi comme Rachel et Léa? Parce qu'il y a ces deux services, il y a ces deux pôles, ces deux avodotes à réaliser qui sont terribles pour une femme comme pour un homme, et puis on demande à cette femme qui se marie avec cet homme de l'aider dans ces deux domaines. Il y avait pour Yaakov deux femmes, mais pour nous on en a une seule qui vient et qui fait les deux rôles. Voilà pourquoi Léa lui dit, tu m'as hérité et donc tu es obligé de me prendre. Et là on comprend la force extraordinaire de Rachel. Cette force de Rachel de se taire et de transmettre à Léa les mots de passe pour être mariée avec Yaakov. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même idée. On est obligé de commencer, quand on commence un travail, par exemple, on vient de se marier, on commence notre vie de couple. On ne va pas le commencer par le monde extérieur, on va le commencer par le monde intérieur. Par la rouchaniout, par le monde spirituel. Donc Léa, en prenant Yaakov comme mari, elle était obligée maintenant de prendre sur elle le début. C'est-à-dire la avoda spirituelle, la avoda panim, la avoda intérieure, le ishtam yoshev alim. C'est ça qu'elle a pris Léa. Parce qu'on commence par ça. Ce n'est qu'après 7 ans après, 14 ans après donc, que Yaakov va prendre Rachel et Rachel, elle va donc prendre sur elle avodat chutz, l'avoda extérieure, la confrontation au monde extérieur. Et on le voit clairement dans les versets. Puisque Rachel, c'est elle qui a voulu, après, voler, entre guillemets toujours, les statues à son père quand elle s'enfuit. Lorsque plus tard, on a cru qui a volé la cruche de Yosef, le roi, Pharaon, qui c'est qui l'a volé? On a dit c'est certainement Binyamin qui l'a volé, parce que sa mère, elle aussi était comme ça. C'est pas Chas Shalom, un vol, mais c'était la force de vouloir prendre ce qui est idolâtrie et le canaliser vers la Avodat Hashem, ou bien le détruire. C'est Rachel qui a pris sur elle. Et ça, c'est un silence énorme de dire, écoute Léa, toi, tu vas prendre le service intérieur et moi le service extérieur. Pourquoi? Parce que le service extérieur, la confrontation au monde matériel externe, elle est un jour terminée, éphémère. Puisqu'il y a Giou Yamim, Asher Tomareni Baem Chefetz. Viendront des jours où c'est qu'il n'y aura plus l'envie de faire du mal. Et ce sont les Yomot HaMashiach. Zechor et borecha bime bachuratra. Rappelle-toi de ton créateur quand tu es encore jeune. Parce qu'il y a Giou Yamim, Asher Tomareni Baem Chefetz. Il y aura un jour où il n'y aura plus de Yetzirara. Il n'y aura plus de Avodat Chutz. Il n'y aura plus rien à combattre. Et donc, Chazal nous dit, Rachel Aktana, Rachel la petite, elle est petite dans ses cadeaux. Elle a Yosef, c'est éphémère, c'est temporaire. Mishkan Shilo, le temple de Yosef, c'est éphémère. Elle nous dit aussi, Binyamin, le Shah, Ephraïm, le Shah, tout est temporaire, alors que Rachel Agdola, elle est grande, grande dans ses cadeaux. La Keuna, c'est pour toujours. La Malchut, c'est pour toujours. Yuda, le Olam Teshev, c'est pour toujours le royauté. Ça veut dire que Léa,
Elle a reçu quelque chose de spirituel qui va durer à tout jamais, même dans le monde de l'au-delà. Alors que Rachel, elle a que le monde d'ici-bas. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que Rachel, au jour de sa mort, elle va se séparer de Yaakov. Elle n'est pas enterrée dans le même endroit que Yaakov. Entre autres, c'est pour cette raison. Elle a un petit peu méprisé le rapport avec Yaakov en voulant changer les cueillettes de Réhouven, les jasmins de Réhouven avec son mari. Ça lui a été reproché. Parce que Léa, Rachel, toi, ton service, il n'est pas la spiritualité, il est le monde matériel, donc Yaakov doit être avec toi. Tu as méprisé ça, ben tu seras séparé de lui comme tu l'as voulu. Parce que le monde de l'au-delà, Rachel n'a plus rien à voir avec Yaakov. Dans le monde matériel, c'était là son lien réel avec Yaakov. Ça, c'est extraordinaire de se taire à ce moment-là. Donc Rachel s'est tue. Par le mérite que s'est tue, bien entendu, le fils ressemble toujours à sa mère. Ça, c'est pas la peine de vous le dire. Et c'est pas la peine d'être tunisien aussi pour le comprendre. On comprend que le fils ressemble à sa mère ou à son père. Donc Rachel, elle était belle, comme c'est marqué dans le verset, Yefat Torah. Yosef était joli aussi, était beau. Et Yosef, eh bien, il va maintenant prendre les habits de Esav, les habits de Yaakov, comme pour dire c'est moi qui prends le flambeau et maintenant c'est moi qui viens et qui va continuer la avoda de la chutz, être beau et gérer ma beauté, prendre le monde matériel, l'habit et le gérer comme il faut. D'ailleurs, certainement que Yosef s'est marié avec une femme qui était convertie, Osnat. Osnat, c'est vrai, c'est la fille de Dina, etc. Mais normalement, elle aurait dû être convertie, ça veut dire, même à l'époque. Je n'ai trouvé aucune parole de nos sages qui atteste cette idée, mais dans la théorie, c'est tout à fait possible. Comme pour dire, le monde matériel, je le prends et je le gère pour Hachem. Et ça, c'est Yosef Hatzadik, qui vient et qui gère tout ça pour la Avodat Hachem. Et c'est là où il vient, Yosef Hatzadik, et il fait un rêve. Je viens et j'engrange. Et j'engrange, et ça s'est préservé. Comme pour dire, le monde matériel, moi je peux me confronter, je peux le prendre et le gérer, et c'est conservé et réservé. Vous ne pouvez pas. Par le mérite de qui Yosef, il a mérité une chose pareille, par le silence que sa mère a eu, Rachel. Voilà l'explication du Midrash. Voilà Yosef Hatzadik qui a hérité l'héritage de sa mère par son silence. C'est une idée extrêmement importante. On a souvent envie de sortir trop tôt. Il faut d'abord faire la avoda de Yaakov, la avoda intérieure, pour être confronté au monde extérieur. Et on sera toujours boiteux, malheureusement. Mais on est conscient de ce travail. Et là, on arrivera. On arrivera à Bezrat Hashem, à combattre le monde extérieur. On ne peut pas se jeter dans l'extérieur si on n'a pas un bagage très solide intérieur. C'est là où les rabbanim nous écrivaient qu'après le mariage, c'est forcé d'étudier le maximum d'années. Un bachor yeshiva, avant de se marier, c'est forcé d'étudier un maximum d'années. Maximum de temps. Parce qu'on reçoit un bagage et c'est là la graine où tout pivote autour. Il y avait un jour le Rav Yitzhak Houtner, dans une de ses lettres, il écrit à un de ses élèves, tu as envie de partir, tu dois pour aller dans le monde du business, tu peux partir. Mais une chose, il faut que tu mettes un pilier au centre et tu as traché à ce pilier, tu sais que ça, c'est ce qui te tient, c'est la Torah. On ne peut pas partir sans repère. Le repère, c'est la Torah, c'est le Beth Midrash. C'était ça, Yaakov et Esav, et nous, qu'on est les fils de Yaakov, on a pris sur nous les deux travaux, et on a pris sur nous les deux défis. Et c'est un défi qui n'est pas facile. Mais on doit savoir le gérer. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est quelque chose de clair. Le centre de notre intérêt, c'est le Beth Midrash. Ce qui va être autour, ce qui va graviter autour, ce n'est que secondaire. Et on est toujours attaché. Et plus on s'est perfectionné dans le Ish Tam Yoshev Ohalim, plus on arrivera à être un Ish Sadeh, un homme de combat, un homme de chant, qui va combattre, qui va prendre le monde de la matière et va le sanctifier. Ce sera une avoda réussite. Et si on n'a pas réussi, à Yom Kippour, on va se faire pardonner par deux sacrifices. Saïr Lachem et Saïr la Azazel. Voilà, Rabotai, le message d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, Yuiratson, Shenaaseh Venatzliach, qu'on réussisse dans ce défi, Bezrat Hashem, Kol Tuv et Shabbat Shalom.